Notre invité ce matin, c'est Dr Léopold Koto. Dr Koto, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes analyste politique, observateur de la vie et des jeux politiques. Bienvenue sur cette émission pour évoquer avec nous l'actualité des coups d'État en Afrique. Alors, au total, on en a 7 en 3 ans. Pourquoi, selon vous, cette résurgence d'un phénomène qu'on a connu et qu'on avait cru mort avec l'adhésion populaire et politique même à un nouveau régime politique, notamment la démocratie? Merci beaucoup. Et nous vivons ces derniers temps-ci une situation sociopolitique très tendue qui impose d'ailleurs que nous prenions les faits et que nous les analysions avec beaucoup de bon sens. Et ceci dit, les coups d'État, naturellement, oui, on en avait connu en Afrique et au lendemain des indépendances, mais leur résurgence aujourd'hui semble se justifier, je dirais même, semble s'expliquer par un certain nombre de faits. Quels sont ces faits-là? Nous avons au premier point la mauvaise gouvernance économique et politique. C'est du moins l'argument que brandissent et au soir ou au lendemain de leur putsch les militaires. Mais dans les cas d'espèces où nous sommes, cette mauvaise gouvernance-là semble se traduire un peu par je dirais la corruption encore endémique malgré les efforts déployés ça et là pour éradiquer ce fléau. Nous avons aussi dans cette même perspective l'insolence, la bombance dans laquelle vivent souvent les dirigeants politiques, alors que à la base, au sein de la société civile, les populations font cruellement face à des difficultés, à la misère au quotidien et ne comprennent pas cela. Alors, et au deuxième point, pour essayer toujours d'expliquer la résurgence de cette série de coups d'État, nous avons la non prise en compte par certains chefs d'État de la sous-région des changements de paradigme politique et auxquels aspirent plus profondément aujourd'hui les classes sociales. Et pour aller plus vite, ces changements peuvent être résumés en 3 points. Quels sont les points? Nous avons au premier point rompre avec les accords coloniaux, et les peuples vivent aujourd'hui la chose très mal, et en voyant que chaque année on célèbre l'accession à la souveraineté internationale, alors que les États ou nos États où nous célébrons ces fêtes-là sont malheureusement encore tenus, sont malheureusement encore liés quelque part par des accords dits coloniaux, et ce qui sûrement ne favorise pas la politique d'émergence de nos États. La deuxième chose? Nous avons au deuxième point, dans cette même lancée, l'objectif de finir cette fois-ci avec la France-Afrique. La France-Afrique ainsi que les chefs d'État. C'est devenu un mythe. Est-ce que ce n'est pas un argument fallacieux, ça? Oui, on est tenté de regarder la chose comme un mythe parce que, il faut l'avouer, beaucoup de combats ont été menés dans ce sens depuis des temps, mais la difficulté d'éradiquer, d'enterrer carrément cette France-Afrique-là continue de subsister, alors que au dernier moment, les événements que nous avons vécus avec la transition malienne font ressurgir l'espoir que c'est encore possible, qu'on peut finir avec cette France-Afrique-là, qui n'est pas de nature à avancer, à faire avancer les choses dans nos États. Le dernier point. Alors, le dernier point, les peuples aspirent aujourd'hui à une reconquête de la dignité de l'homme noir. La dignité de l'homme noir, d'ailleurs, et les peuples pensent que les dirigeants que nous élisons, les dirigeants que nous choisissons aujourd'hui, doivent valablement les représenter, surtout lorsqu'ils se retrouvent avec leurs homologues occidentaux, ce qui n'est souvent pas le cas. Nous avons par exemple les humiliations que le président Macron avait infligées au président Roch-Marc Christian Kaboré, au Burkinabé, devant un parterre d'étudiants. C'est une taquinerie qui a été peut-être mal comprise. Mais diplomatiquement, et cela ne devait pas se faire de cette façon, dans ce cadre, au point où le président Roch-Marc Christian Kaboré, très dérangé, s'était retiré. Et les peuples vivent très mal ces genres de choses et pensent que l'heure est venue
pour qu'on passe du moins à un changement. Alors, de 7 coups de force, il y en a 6 en Afrique de l'Ouest et un dans le centre du continent. Y a-t-il une raison pour ça? Vous avez cherché à comprendre? Oui, oui. Au regard de quelques faits que je viens d'évoquer, il y a naturellement de raisons pour ça. Et vous allez voir que ce sont d'abord des pays en Afrique de l'Ouest où la présence française se fait de plus en plus remarquable. Et remarqué, l'Afrique de l'Ouest compte un très grand nombre de pays colonisés par la France. Un très grand nombre de pays colonisés par la France. Mais lorsque vous prenez par exemple le cas du Gabon, le dernier, et c'est un pays francophone, mais très occupé par la France. On dénombre, après le putsch qui s'est déroulé le mercredi dernier, plus de 10 000 Français voilà, au Gabon. Et ce n'est pas seulement ce qui dérange. Ce qui dérange, c'est le fait qu'après les indépendances, la France n'a pas laissé à nos dirigeants, à nos pays, la liberté de construire leur propre développement et d'affirmer leur autonomie. C'est quoi? On laisse les gens se développer ou on cherche à se développer soi-même? C'est un argument fallacieux aussi que les peuples brandissent en jetant le tort, en jetant la faute sur la pauvre France. Oui, on laisse les gens se développer. Et lorsque les gens ont besoin de vous, naturellement, et ils viendront vous voir, ils viendront vous solliciter. Nous avons eu, le président Macron ne manque pas d'évoquer des cas de sollicitation d'intervention militaire et qui avaient été formulés par des dirigeants du gouvernement africain. Mais alors, au bout de quelques années, quand on fait le bilan, on constate que la présence militaire française en Afrique ne permet pas véritablement de faire reculer la pandémie du terrorisme. Et cela continue de gangréner malheureusement le peuple et de s'étendre. Et si la collaboration à ce niveau ne doit pas permettre qu'on éradique ces problèmes, surtout sécuritaires, auxquels font face nos pays, et il est de bon ton que les peuples victimes de cela et aspirent à un changement de paradigme politique. Ah, on a remarqué que la plupart des coups d'État, sinon tous les coups d'État sont intervenus dans les pays francophones. La France a tout fait de parler de sentiments anti-français. La France, ou ce dépend, en parlant de sentiments anti-français, et je ne vois pas nécessairement la chose comme quelle est votre analyse, quelle est votre lecture? Oui, et les manifestations, les mouvements de protestation, comme nous les suivons ces derniers temps-ci, du côté du Niamey, du Niger en général, et ne sont pas simplement, de mon point de vue, un sentiment. Il s'agit là concrètement d'un problème de fond, d'une idée concrète, d'une idée logique, de contestation d'un ras-le-bol que les peuples ne peuvent plus continuer par contenir. Et alors que ce travail de négociation, ce travail de libération devait être en amont effectué par les dirigeants qui malheureusement le délaissent, les peuples prennent leurs responsabilités et cela ne peut qu'être ainsi. Docteur Coton, non, il y a un paradoxe dans ce qui se passe là. La population qui saute pour applaudir la prise de pouvoir par la force, par les militaires, c'est tout de même curieux quand on sait que l'histoire foisonne d'exemples où des militaires ont été ainsi applaudis, mais ont été pires que ceux qu'ils ont déposés. Je sais que vous n'avez pas oublié cet épisode assez douloureux à Conakry, avec un certain Dadis Camara, dont le procès a été ouvert récemment. Oui. Justement, les populations applaudissent les coups d'État et c'est vrai, je ne l'ai pas souligné au début, les coups d'État, pour une personne sensée, il est de bon temps de les condamner. Et parce qu'ils ne sont pas des indices, ils ne représentent pas un indice de développement des pays qui les connaissent. Naturellement, il faut les condamner. Mais dans les cas, dans les situations, les pays qui ont connu ces derniers temps, ces coups d'État-là, les populations applaudissent un peu à justice, parce que il y a un salut, une aspiration de libération profonde qui existe aujourd'hui. Et s'il faut même partager avec le diable... Une naïveté peut-être. Non, pas une naïveté. J'ai évoqué un cas Dadis Camara. Oui, le cas vous avez évoqué le cas de la Guinée. Justement, vous avez évoqué le cas de Dadis Camara. Cela est vrai. Mais aujourd'hui, nous
la jeunesse, la société civile n'applaudissent pas les coups d'État simplement parce que, bon, voilà, les coups d'État sont de bonnes choses, mais simplement parce que nous avons vu qu'au Mali, et cela semble être un succès, en tout cas pour l'instant, et au Burkina Faso, et dans la même dynamique, cela semble un succès, et très loin de ce qu'on avait vécu en Guinée-Conakry avec Dadis Camara. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Et on espère que ces succès-là soient maintenus, soient renforcés, et qu'au Niger aussi, on voit prochainement on a une CEDEAO dont la position est difficile quand même à assumer, parce que partagé d'ailleurs par beaucoup de contradictions. Vous avez quand même l'exigence qu'il faut combattre les coups d'État, c'est formel, c'est entendu, personne ne le contredit à ce niveau, et c'est d'ailleurs pourquoi la CEDEAO s'est engagée fermement dans cette voie dès le début de cette affaire à Niamey. Mais en même temps, on a de l'autre côté les peuples aussi qui sortent dans la rue pour dire leur joie en griffe et leur soulagement. C'est une CEDEAO donc partagée par les réalités. En face, comment est-ce que vous pensez qu'elle peut s'en sortir là? La CEDEAO s'est engagée cette fois-ci dans une aventure de plus en plus difficile, et que nous l'avions vu dans le cas du Mali, dans le cas du Burkina Faso. Et c'est vrai que la CEDEAO condamne les putschs et exclut les pays concernés de l'organisation. Cela est normal. Mais aller jusqu'à brandir d'entrée de jeu l'option militaire, on a là l'impression que la CEDEAO est en train de se saborder complètement. L'option ultime à laquelle la CEDEAO pense, elle n'a jamais dit que ce sera du jour au lendemain. Oui, mais vous parlez d'option ultime. L'option ultime devait être donc la dernière action. Oui. Malheureusement, c'est la première. Non, ils sont là que la CEDEAO a commencé. En négociation. Justement, après avoir menacé d'intervenir militairement. Vous menacez d'intervenir militairement, de sauter sur Niamey, de bombarder, comment est-ce qu'on cela est très mal vu. Comment est-ce qu'on se tient alors face à des putschistes qui du jour au lendemain déposent un président qu'on a quand même élu démocratiquement? Vous ne demandez pas à la CEDEAO d'être gentil? Oui, justement, des présidents qui sont élus démocratiquement. Et il faut souligner dans ce sens que le président Bazoum, qui était élu en 2021, et se présente dans la situation où nous sommes comme une victime collatérale. Il y a eu, avant lui, avec le régime de son prédécesseur, des situations de corruption, des situations qui a même touché l'armée, s'il vous plaît, dont le patron aujourd'hui quand même. Justement, et un président démocratiquement élu n'est pas là pour faire un certain aveu d'impuissance, et lorsque la vie des populations est en danger. Lorsqu'on écoute le président Bazoum dire par exemple que les groupes terroristes sont plus armés, sont plus aguerris que leur armée, laquelle armée est censée le protéger? C'est une évidence. Mais on a vu des séries de pertes par dizaines d'éléments de l'armée. Le peuple s'attend à ce que lui, le président démocratiquement élu, prenne ses responsabilités et équipe l'armée afin que l'armée puisse... Pourquoi l'armée est décimée chaque fois par des terroristes? C'est justement par manque d'équipement. Et qu'est-ce que le président en a fait? Si la chose c'est de chanter simplement que les terroristes sont plus aguerris, sont plus outillés que nos peuples. Et puis le président, quand il dit aussi que oui, les Nigériens qui sont retranchés dans des milieux reculés ne savent même pas qu'il y a des entreprises françaises, d'ailleurs il n'y en a pas, ils ne savent pas qu'il y a des éléments de communication. Et donc ces éléments sont très mal vécus par des populations qui ne se sentent pas très à l'aise et avec ces gens de gouvernance. Quel impact sur le Sahel, selon vous, cette situation, globalement? Cette situation, naturellement, va engendrer des impacts très importants sur le Sahel. Et déjà, nous pouvons souligner à ce propos-là la reprise des accords transnationaux
la rupture des accords transnationaux qui existaient déjà entre le Niger et le Mali d'une part, et entre le Niger et le Burkina Faso, lesquels accords permettaient aux armées des 10 pays de mener conjointement des actions militaires contre des bandes armées. Et en plus de cela, et puis ces accords ne fonctionnaient plus parce que le président Bazoum a transformé malheureusement le Niger en un réceptacle de toutes les ordures du Mali, parce qu'un État, il est libre de choisir avec qui commercer, avec qui travailler, surtout qui recevoir chez lui et quoi recevoir chez lui. Et je crois que si le président Bazoum a été élu démocratiquement, faut-il le rappeler, je crois qu'il a un droit d'accepter qui il veut et avec quoi il veut. Oui, et l'argument d'élection démocratique, je crois, et les situations que nous vivons permettent de revisiter cet argument. Et toutes les élections telles que nous les vivons dans notre sous-région ne sont pas nécessairement démocratiques. On a vu comment la voie vers la présidence a été ouverte à Bazoum et par son prédécesseur qui avait combattu par tous les moyens les opposants. Et on se demande, est-ce que c'est toujours ça la démocratie? Est-ce que c'est ça quand vous parlez d'élections démocratiques où on dépose les peuples, on coupe l'internet, on coupe tout. Les élections sont devenues des moments de tension, de peur. Est-ce que c'est cela la démocratie? Je crois que la démocratie, telle que nous la faisons, elle mérite d'être revisitée. D'autres spécialistes plus outillés pourraient revenir sur la question et creuser davantage ce qu'il y aura lieu de faire. Docteur Léopold Koto, merci d'être venu. Je vous en prie. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va faire une pause.